Donc, Jérôme a travaillé sur la modélisation des fluides cryogéniques dans les lanceurs spatiaux et il a ensuite, il est devenu directeur scientifique et associé d'Absolute System en 2012. Donc, Absolute System, comme il va nous l'expliquer, développe des solutions cryogéniques pour l'ordinateur quantique. Donc, merci Jérôme de nous faire un petit point sur ces technologies. Merci M. Ribot. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les solutions cryogéniques pour l'ordinateur quantique aujourd'hui et ce qu'on peut proposer dans un futur proche. Tout d'abord, quelques mots donc, sur Absolute System, parce que je pense qu'on n'est pas très connu. Donc, c'est une petite société qui est à côté de Grenoble, on est à Cessiné, et on fournit des technologies un peu sur mesure pour nos clients dans le domaine du spatial ou de la recherche principalement. Donc, quand je dis technologie, ça peut être... on a toute une gamme de technos différentes. Principalement, ça va être des refroidisseurs cryogéniques de toute taille et toute puissance. Et aussi donc, des équipements de laboratoire pour la recherche avec des systèmes intégrés, avec des cryostats, des refroidisseurs cryogéniques, des boucles de fluides, permettant donc au laboratoire de faire la recherche adéquate. Donc, pour ce qui nous concerne ici, l'ordinateur quantique, pour nous, c'est un terme assez vaste. Et comme on l'a vu tout à l'heure, on a des niveaux de température différents suivant les technologies utilisées. Donc, on a vu qu'on avait des qubits supraconducteurs. Donc, au niveau des températures, c'est assez variable. On parle de 10 millika jusqu'à 100 millika. Donc, ces qubits vont pour refroidir et pour atteindre ces niveaux-là, on va utiliser des réfrigérateurs à dilution qui sont très spécifiques. On a aussi des qubits à silicium, donc des CMOS. Là, on aura des niveaux de température un peu plus élevés, entre 0,5 et 1 Kelvin. Et à côté de ça, on a aussi l'électronique supra, un peu plus classique, où on va utiliser des températures entre 1,8, 2 quarts et 4K. Donc tout ça, c'est pour la régulation, le contrôle des qubits. Donc on a des niveaux de température différents, ce qui impliquera des technologies totalement différentes. Donc si on reprend l'organisation, la structure classique aujourd'hui d'un refroidisseur cryo pour l'ordinateur quantique, on a une sorte de chandelier, en fait, ou avec des différents étages de température. C'est un peu assimilé, on a ces étages, on peut les assimiler, on peut faire l'analogie avec un lanceur spatial, où on a le premier étage, deuxième étage, etc. Là, c'est un peu la même chose, on a différents étages de température, et chaque étage donc, va s'appuyer sur l'étage de plus haute température, et l'étage de plus haute température va faire une sorte d'écran thermique pour les étages inférieurs. Donc ici, on voit classiquement, on a un étage à 50K. Ça ne marche pas, ça? On a un étage à 50K, un autre étage à 4K. Ensuite, on passe à un étage à 1K et on passe à du sub-K, donc avec 100 millK et 15 millK. Donc ces deux étages, en général, sont faits par une machine cryogénique. Donc en général, c'est un pulse tube, un pulse tube couleur, qui permet d'atteindre à la fois du 50K et du 4K. Donc on va fournir à peu près 30 watts à 60 watts à 50K et autour du watt à 4K, ou voire un peu moins à 3K. Et ensuite, une fois qu'on a atteint ce niveau-là, on va pouvoir utiliser ce niveau 4K et on va venir implémenter de nouvelles technologies. Donc, suivant les applications, on pourra utiliser soit des technologies à dilution, comme on l'a déjà mentionné, ou à des aimants adiabatiques pour pouvoir atteindre des niveaux de 15 millK. Par contre, si on regarde les niveaux de puissance à 15 millK, si on regarde les niveaux de puissance autour de 100 millK, on a des ordres de grandeur de différence. Je pense qu'il y a 3 ordres de grandeur par rapport à 4K. À 4K, on va plutôt parler du watt, de l'ordre du watt.
alors que quand on se trouve à 100 millK, on va avoir des puissances de l'ordre du milliwatt. Donc, si on prend les étages séparément maintenant, là on regarde un peu plus précisément les premiers étages. Donc ils vont fournir du 50K et du 4K. Ça en général, donc c'est fait par une machine cryogénique, donc qui est totalement autonome. On n'a plus besoin d'apporter de l'hélium liquide. Ici, on a une représentation d'une machine type Cryomec qui est leader sur le marché aujourd'hui. Et donc, cette machine, on a un compresseur qui n'est pas représenté ici, un compresseur qui va générer des ondes de pression à 50 Hz. Et donc, ces ondes de pression vont arriver sur la tête froide. Donc, on a la tête froide ici avec une partie qui est en dehors du cryostat. Et ici, c'est la partie qui est dans le cryostat et donc qui va générer les températures, des températures différentes, ici à 50K et ici à 4K. Et donc, cette tête froide peut être intégrée ensuite dans un cryostat, comme l'exemple à droite, où on cherche à produire une température de 4K pour une expérience. Le point intéressant de cette machine, ce que j'ai mentionné ici, c'est que l'ordre de grandeur de la consommation électrique, c'est à peu près 10 kW électriques apportés au compresseur pour avoir 1 watt à 4K, donc au niveau du doigt froid. Donc là aussi, il y a un gros ratio de 1 pour 10 000. Donc là, grâce à cette machine cryogénique, on est arrivé à ce niveau-là de température. Maintenant, on va chercher à aller en dessous. Pour aller en dessous, la première solution, c'est des réfrigérateurs à dilution qui utilisent la température à 4K et 50K. Donc, on voit que en fait, le réfrigérateur à dilution, c'est un cycle d'hélium 3 qui vient se refroidir sur les premiers et deuxième étages, donc il vient se refroidir à 50K et ensuite à 4K, qui passe par des échangeurs contre-courant, et ensuite ça vient se mélanger dans un bain avec de l'hélium 4. Ensuite, l'hélium 3 est repompé, il remonte, et bon, c'est un cycle continu, donc qui permet d'atteindre des très faibles températures. Donc aujourd'hui, il y a en gros 4 fournisseurs de ce type de système. Ils fournissent à la fois le système de dilution et la machine cryogénique premier et deuxième étage, tout intégré. Donc sur ces 4, donc il y a Blueforce, Janis, Oxford et CryoConcept, qui est le seul français des 4. Et CryoConcept se distingue notamment par le fait qu'ils ont introduit un découplage mécanique qui permet de réduire les vibrations. Parce que ce que je n'ai pas très bien mentionné, c'est qu'on avait effectivement des ondes de pression générées par le compresseur du pulse tube. Et ces ondes de pression, en fait, on les retrouve quand même sur la tête froide et on a des vibrations, des micro-vibrations engendrées au niveau de la tête froide. L'autre solution, autre que la réfrigération à dilution, c'est d'utiliser la désamentation adiabatique. Ça, c'est un système qui est aussi connu dans les labos, moins au niveau industriel et commercial. Il y a une société, une start-up aujourd'hui qui commercialise cette solution, qui s'appelle Qtra, qui est allemande. Donc, c'est une start-up. Je pense qu'ils ont 2-3 ans d'existence, à peu près. Donc, ça fonctionne sur un cycle d'aimantation et désaimantation qui permet d'atteindre des niveaux aussi de température très faibles. Par contre, il faut encore ajouter plusieurs systèmes en série de désaimantation afin de pouvoir... Ah, c'est moi qui fais. Afin de pouvoir avoir un système continu. Donc, ensuite, si on veut atteindre des températures encore plus basses, je ne pense pas que ça soit le cas encore pour le quantique, donc on va aller assez vite, mais il y a des travaux qui sont faits, Institut Néel, là, pour atteindre des températures de l'ordre du millK à partir de désaimantation nucléaire, cette fois-ci. Donc, cette désaimantation nucléaire va utiliser le 10 millK atteint par la dilution pour ensuite atteindre du millK. Il y a une application en cours qui est en train d'être développée
et qui utilise cette désalimentation adiabatique qui s'appelle EasyCool. C'est une solution développée par l'Institut Néel et l'INAC, le CEA. Donc, qui utilise cette désalimentation adiabatique aujourd'hui. Donc, si je reviens sur le chandelier avec toutes ces étages de température, donc on voit que le processeur, il est tout en bas, à une température autour de 15-20 millikelvins, je ne sais pas exactement, et qui, comme on l'a dit déjà, il faut le protéger des températures, donc il faut les protéger des flux thermiques, des champs magnétiques, des vibrations et de toutes les interférences externes. Donc on voit que c'est pas très pratique quand même, cette forme de chandelier. Tout est suspendu par le dessus. On a toujours la tête froide, la tête froide qui est pluguée en haut, et on a des cryostats qui viennent les uns dans les autres, qui sont imbriqués les uns dans les autres. Donc ça, on se pose la question à terme, comment ça va se passer si on veut, justement, on a parlé de scalabilité, comment on va faire à terme si on veut utiliser plusieurs machines différentes pour augmenter la puissance. Tout à l'heure, j'ai mentionné les machines Cryomec qui sont utilisées. La plus grosse machine à 4K aujourd'hui, elle fait 2K, elle fait 2 watts à 4K. Donc, si on veut faire une scalabilité de tous nos systèmes aujourd'hui, ça va être compliqué d'utiliser peut-être 5 machines ou 10 machines. On imagine mal mettre 10 machines au-dessus, suspendues. Ça impliquerait un énorme cryostat, donc des problèmes de structure et de masse, même physiquement, ça va être compliqué à faire. De l'autre côté, en bout de chaîne, il y a la solution d'air liquide. C'est un Elial qui fait 100 watts à 4K. Donc, c'est une grosse machine industrielle. Et on voit qu'entre les deux, il y a de la marge. Il y a entre une machine qui fait 2 watts, même si on en met une dizaine, ça fera que 20 watts. Et encore, on a des questions sur la faisabilité. Et ça, et une machine industrielle qui fait 100 watts, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et on est encore loin d'utiliser aujourd'hui une machine d'air liquide qui fait 100 watts. L'autre problématique, c'est la consommation. Tout à l'heure, j'ai mentionné de l'ordre de 10 kW électriques par watt thermique. Pour les grosses machines Cryomec, on sera autour de 6 kW électriques par watt thermique, alors que pour des très gros systèmes industriels, on sera plutôt autour de 500 watts électriques par watt thermique. Et au CERN, qui utilise aussi des énormes systèmes de liquéfaction, on est plutôt autour de 300 watts électriques par watt thermique. Donc, il y a encore des gains à faire. Bon, c'est pas évident parce que plus on utilisera un système petit et plus l'efficacité sera faible. Donc, un petit slide aussi pour dire que en fait, il n'y a pas eu grand-chose de réalisé, pas de changement majeur au niveau de la structure de ce système de réfrigération. Les systèmes de dilution, en fait, ont été créés dans les années 60 et on a toujours itéré à partir de cette même architecture. On a remplacé l'hélium liquide par les machines cryogéniques, mais on a toujours gardé ce type d'organisation et de structure avec un chandelier et des plateaux de température différents. Voilà. Donc, nous, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est une architecture différente qui permettrait de simplifier l'intégration et la scalabilité. Donc, ce qu'on veut faire, et ce qu'on fait déjà pour des températures plus hautes, c'est de séparer complètement toute la partie froide, toute la partie de génération de froid, en fait, de l'application. Donc ici, on n'a pas représenté le compresseur qui est encore à côté, mais là, on a un système avec toutes les têtes froides et des boucles hélium cryogéniques. Donc, l'hélium cryogénique va se refroidir sur les têtes froides et on va amener cet hélium froid jusqu'à notre application par un circuit continu. Et ce qui permet donc d'éviter toutes les vibrations à 50 Hz parce qu'on a un circuit continu. Et ça permet aussi de pouvoir travailler plus facilement sur une configuration qu'on appelle tabletop, donc avec des tailles de cryostats qui seront adaptées aux applications.
Autre point important, c'est l'efficacité énergétique. Donc, comme on utilise d'autres cycles thermodynamiques, on va utiliser toujours des machines cryogéniques, mais on va utiliser des boucles fluides avec de l'hélium, ce qui permettra de baisser drastiquement l'efficacité, donc d'augmenter l'efficacité énergétique. Tout à l'heure, on parlait de 6 kW ou 10 kW électriques. Là, avec un système et avec les équipements tels qu'on les a aujourd'hui, on pourra facilement descendre en dessous de 2 kW électriques pour un watt thermique à 4K. Et donc ça, c'est sans gros développement. Et donc, on a aussi en tête de faire des développements appropriés pour encore descendre cette consommation. Donc, ce type de configuration, en fait, ça permet de réfléchir autrement et de penser différemment et de pouvoir résoudre d'autres contraintes. J'ai parlé de la scalabilité. On pourra facilement intégrer plusieurs machines et plusieurs têtes froides sur un même cryostat. On n'a plus ce problème physique de suspendre ce cryostat à quelques mètres de haut. Là, on pourra déporter tout ce qui est cryostat avec les têtes froides et d'utiliser des boucles fluides pour pouvoir aller à l'application. Donc ça, on peut penser aussi à des distances un peu plus grandes que ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, ce qui facilitera l'intégration et ce qui facilitera aussi tout ce qui est protection du cryostat application. Et on peut aussi penser, c'est la figure de droite, à des zones de température différentes. On pourrait avoir une zone cryostat à une température dédiée et une autre zone cryostat à une autre température. Donc ça, ce sont juste des exemples pour montrer les possibilités, parce que ça va engendrer des réflexions assez différentes. Au niveau de notre plateforme, donc nous, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, avec notre système de froid déporté, on arrive à des températures de l'ordre de 3 ou 4 Kelvin. Ensuite, si on veut aller en dessous, si on veut revenir à du millica, il faudra plugger des solutions qui existent, qu'on n'a pas chez nous encore, mais ce sont des solutions qui sont accessibles dans les labos. Donc on travaille pour ça, on travaille beaucoup avec l'Institut Néel. Et s'il faut, si on a besoin, on viendra plugger ces solutions-là sur notre plateforme Tabletop. Donc par exemple, on a tout à l'heure parlé du développement QCube. C'est un exemple de travail avec l'Institut Néel et le CEA. Le but étant aussi pour cette application, de séparer l'aspect boîte froide, cryogénie et l'aspect application. Donc là, je voulais vous montrer un peu les différents niveaux de température et de puissance sur lesquels on travaille. Nous, on travaille beaucoup sur des températures au-dessus de 4K, à partir de 4K et au-delà. Et on essaie de mettre en place donc, nos systèmes de froid déporté. On l'a mis en place sur un système à 10K, donc pour l'école polytechnique. Et on est en train de travailler sur donc, la déportation de froid déporté pour des étages de température 4K et des températures plus basses. Donc là, c'est l'exemple dont je vous ai parlé sur l'étage 4K pour l'école polytechnique, pour une application optique au laboratoire de physique de la matière condensée. Donc aujourd'hui, on est en train d'itérer et de travailler avec les labos sur ce sujet-là. On a quand même besoin d'avoir des retours sur la puissance nécessaire à 4K. On ne sait pas exactement s'il faut viser du 20 watts, 40 watts. Ça va peut-être augmenter, je ne sais pas trop. Et donc voilà, j'ai terminé avec ma présentation. Si vous voulez avoir plus d'infos sur tous ces systèmes cryogéniques, il y a une Bible qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui est très bien faite et écrite par beaucoup de personnes du coin, de la région grenobloise. Donc le fascicule de cryogénie et supraconductivité, édité par l'Association française du froid. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette présentation très claire.